Au Moyen Âge européen, la nourriture devenait une question de survie et de prestige. Villageois, moines et chevaliers devaient résoudre toujours le même problème. Comment maintenir la viande qui se gâtait rapidement, savoureuse et sûre, lorsqu'ils inventaient comment conserver les provisions pendant l'hiver ou en période de famine. Les registres des XIVe et XVe siècles attestent que les fumoirs ruraux existaient déjà au XIe siècle et que la viande était non seulement cuite ou rôtie, mais aussi fumée, séchée et conservée dans la graisse. L'homme médiéval n'avait cependant aucune notion des bactéries. Les aliments avariés étaient, selon la science de l'époque, la conséquence d'un état froid et humide qui gâtait l'équilibre correct des éléments dans le corps. Néanmoins, les cuisiniers parvenaient à observer des techniques efficaces de conservation, qui sont souvent utilisées encore aujourd'hui. Le Moyen Âge était une période où la plupart des gens se nourrissaient des fruits de leur terre, et le cycle annuel déterminait quand il y aurait excédent de viande et quand elle manquerait. Les réfrigérateurs, conserves ni emballages plastiques n'existaient pas, et la volaille ou le bétail ne pouvait pas attendre le consommateur dans la fraîcheur du supermarché. Dans certaines régions, il y avait en plus de grandes variations météorologiques. Les archives de registres conservées prouvent que le climat était pendant la période dite de l'optimum climatique médiéval plus doux au sud, tandis que le nord de l'Europe était confronté à de longs hivers glacials. Cela est lié au besoin de conserver la nourriture pour l'hiver. Le manque de viande n'était pas seulement un désagrément, mais pouvait mener à des famines et des maladies. Le sel, le bois et le vinaigre n'étaient pas seulement des ingrédients, mais des marchandises vitales. Dans cette vidéo, vous apprendrez que la conservation médiévale n'était pas seulement une mesure d'urgence, mais devint la base de la culture gastronomique. Nous expliquerons pourquoi, dans les pays nordiques, froids, se développèrent des méthodes différentes que dans la Méditerranée, comment les jeûnes religieux et les différences d'eau sociale se reflétaient dans les techniques de conservation, et pourquoi même un simple sac de sel pouvait influencer les rapports de pouvoir. Dans un moment, nous révélerons les histoires qui se cachent derrière les délicatesses connues, et nous nous transporterons dans les cuisines où se combinèrent les connaissances pratiques avec la foi aux 4 humeurs. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment les ménagères médiévales combinaient le salage, le fumage, le séchage ou l'arrosage au vinaigre et au vin pour maintenir les morceaux de viande pendant des mois entiers. Nous montrerons pourquoi il était important pour nos ancêtres de dépecer le bétail précisément à la Saint-Martin, pourquoi le bœuf et le mouton plongèrent dans des tonneaux avec du sel, et comment naquit la tradition de la viande séchée, qui donnait de l'énergie aux combattants hussites. Dans un moment, nous révélerons aussi les procédés qui rappelleraient aujourd'hui à certains des délicatesses modernes. Saucisses épicées, cuisses d'oie confites et rillettes parfumées, conservées sous une couche de graisse. Cet exposé vulgarisateur vous guidera non seulement dans la cuisine, mais aussi dans la société médiévale, des maisons villageoises aux cours nobles, et vous offrira un regard motivant que même sans réfrigérateur et emballage plastique, on peut conserver et savourer les aliments. Le calendrier médiéval se guidait non seulement sur les fêtes religieuses, mais aussi sur le rythme économique. Les mois d'automne étaient dans de nombreuses régions connues comme le mois sanglant, dans la tradition anglo-saxonne. Novembre était désigné comme Blood Month, parce qu'on abattait le bétail qui ne survivrait pas l'hiver. La viande devait être rapidement transformée. Une partie était mangée fraîche, le reste devait être conservé. Selon les registres de Bohême, on fabriquait avec le porc des boudins et des saucisses. La viande était fumée, séchée ou conservée dans la graisse. Les jeunes pièces de bétail étaient habituellement vendues sur les marchés urbains, tandis que le porc était considéré comme de moindre qualité et restait dans les ménages. L'élevage des porcs était populaire parmi les paysans, parce que les animaux pouvaient paître dans les forêts, et leur viande absorbait moins de sel que le bœuf. La reconstruction de blocs des traditions médiévales
décrit que lors des abattages, tout l'animal était consommé. La graisse était fondue pour le saindoux, ou les chandelles de suif. Le sang et les abats étaient immédiatement transformés en saucisses et puddings. La moelle osseuse était mangée fraîche. Après épuisement des réserves de viande fraîche, les familles retournaient aux morceaux salés. Ceux-ci devaient être longuement trempés avant la cuisson pour enlever l'excès de sel, et c'est pourquoi on en préparait des soupes épaisses, ou du potage. La viande n'était pas seulement un aliment, mais aussi un symbole de position sociale. Selon les chroniques du XIVe siècle, dans les ménages urbains, on mangeait du bœuf et du gibier, tandis que les gens simples avaient plus souvent du porc et de la volaille. Les femmes cuisaient le pain une fois par semaine. Mais quand arrivaient les festivités, on préparait de riches sauces de viande, bouillies et banquets, lors desquels on servait aussi des pâtés farcis. La consommation de viande était de plus limitée par les jeûnes religieux. Plusieurs dizaines de jours par an, on ne pouvait pas manger de viande, et il fallait la remplacer par du poisson. C'est pourquoi la viande de poisson séchée ou salée, stockfish, était courante même dans les pays où les poissons ne se trouvaient pas autrement. Selon les chercheurs, le sel n'était pas seulement un produit alimentaire, mais symbolisait la position. Lors des banquets, le bol de sel, salière, était placé au milieu de la table. Les invités assis au-dessus du sel, c'est-à-dire plus près du haut, de la table, étaient des gens de position supérieure, tandis que ceux, sous le sel, étaient des invités plus simples. Les moines dans les monastères avaient même un geste secret par lequel ils demandaient le sel, sans devoir interrompre les prières. Dès que le sel manquait cependant, la nourriture moisissait rapidement. Les lettres conservées suggèrent que pour 10 livres de beurre ou de fromage, on ajoutait jusqu'à 1 livre de sel pour qu'il tienne. Le sel était si précieux que certains marchands le mélangeaient avec du sable ou des cendres et le vendaient comme pur, ce que prouvent les plaintes médiévales sur les pratiques frauduleuses. Dans cette vidéo, vous apprendrez quelle influence puissante avait le sel sur la hiérarchie sociale et l'économie. Les expéditions de chasse représentaient un défi particulier. À l'époque où la société de cour organisait des chasses aux cerfs ou aux sangliers, les chasseurs devaient immédiatement traiter la viande. Selon le blog de reconstruction des recettes médiévales, les équipes de chasse étaient accompagnées d'assistants qui portaient des sacs de sel et des tonneaux. Le gibier était sur place vidé de ses entrailles et divisé en quartiers, puis légèrement salé, pendant plusieurs jours, pour que la viande se raffermisse et évite la décomposition rapide. Pour les longs voyages, on utilisait l'emballage à long terme, dans des tonneaux, quand on versait entre les couches de viande une épaisse couche de sel, et le bois était hermétiquement fermé. Le bœuf dans les domaines était soigneusement salé dans des cuves d'argile, tandis que pour la consommation rapide, il suffisait d'enrober la viande de sel et de l'accrocher à un crochet. D'autres sources attestent que les chasseurs mélangeaient à l'avance le gros sel marin et le sel blanc fin, cher, hautement raffiné, pour réduire les coûts et en même temps préserver le goût. Le rôle de la viande se reflétait aussi dans l'économie. Les corporations de charcutiers et de bouchers étaient dans certaines villes si puissantes qu'elles influencèrent la politique commerciale. Les sources anglaises et françaises du XIIe siècle indiquent que le bœuf salé était consommé par toutes les couches sociales et la viande fumée avait son propre nom, carbouclé pour les charcuteries générales et bacon pour le porc. Dans les villes naissaient des gardes-manger, chambres de stockage froides, où à côté de la viande et des charcuteries, on conservait aussi les légumes et fromages. Important était aussi le commerce du sel, sans lequel la plupart des méthodes de conservation ne se seraient pas passées. Le sel était pesé comme marchandise précieuse, et ses chemins sur les marchés en Méditerranée et dans l'Europe du Nord façonnaient la richesse de régions entières. Aujourd'hui, nous savons que la décomposition est causée par des micro-organismes qui ont besoin de chaleur, d'humidité et de nutriments. Les médecins et cuisiniers médiévaux s'expliquaient cependant la situation autrement. Les aliments étaient prétendument gâtés par l'excès d'humeur froide et humide.
Dans l'étude Leoba-Lekeladskaya sur la conservation médiévale des aliments, il est écrit que selon les écrits de Santé, le sel avait une nature ignée et contractait et desséchait tout ce qu'il touchait. Les processus comme le salage ou le fumage devaient donc ramener la viande à l'état chaud et sec, ce qui, selon la philosophie de l'époque, empêchait la putréfaction. Ceci est certes erroné de notre point de vue, mais correspond étonnamment aux connaissances modernes. L'élimination de l'humidité et la limitation de l'accès à l'oxygène ralentit effectivement la croissance des bactéries. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment ces deux mondes, observation empirique et sciences traditionnelles, s'entremêlaient et comment ils menaient à une série de techniques de conservation réussies. L'homme médiéval comprenait le monde selon l'enseignement des 4 sucs. Le sang, chaud et humide, la bile, chaude et sèche, la bile noire, froide et sèche, et le flegme, froid et humide. Chaque aliment était classé dans une de ces qualités, et le choix correct des matières premières devait maintenir l'équilibre dans le corps. La viande de jeunes animaux était considérée comme humide, et dont exigeait un séchage ou salage, pour devenir sèche. La viande de cerf ou chèvre était considérée comme chaude et sèche, et appropriée pour les gens souffrant de mélancolie. La conserve au vinaigre était attribuée la capacité de rafraîchir, et le fumage au contraire de réchauffer. Cette conviction se reflétait dans les recettes. La combinaison de séchage, salage et épices devait équilibrer le tempérament du plat. En même temps se manifestaient aussi les représentations religieuses. Pendant les jeûnes, les gens se tournaient vers les poissons, qui étaient donc considérés comme moins animaux, et donc plus appropriés pour la purification spirituelle. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment la théorie humorale influençait non seulement la médecine, mais aussi les procédés culinaires. Le sel était au Moyen-Âge cher. Dans certaines régions, il était extrait des salines marines. Ailleurs, il était importé. Les chroniqueurs notent que les mines de sel et entrepôts devenaient souvent centres de commerce et sources de richesse. Son prix était si élevé qu'il provoqua la création de taxes et monopoles. Les gens ordinaires devaient bien réfléchir à la consommation, mais justement le sel leur permettait de survivre l'hiver. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment les paysans salèrent les morceaux de viande en temps d'abondance, pour pouvoir les consommer en temps de disette. Le sel était précieux aussi, pour des raisons logistiques. Par exemple, l'évêque de Winchester, selon les registres, conservait dans ses entrepôts 160 quarters de sel, plus de 1300 litres, ce qui atteste l'ampleur de l'économie médiévale. On en ajoutait non seulement dans la viande, mais aussi dans le beurre et le fromage. Les vieux manuscrits conseillaient pour 10 livres de produits laitiers d'utiliser une livre de sel. Le sel était obtenu par évaporation de l'eau de mer ou ébullition de sources salées et contenait beaucoup d'impuretés. Certains marchands malhonnêtes mélangeaient donc dans le sel du sable ou des cendres. La différence entre le gros sel marin et le sel fin blanc était de prix. Le sel fin était filtré et plus cher, et ainsi on mélangeait souvent les deux qualités. La viande était salée de différentes manières. Outre l'enrobage de base existait l'aspersion légère, pour la consommation courte, l'emballage partiel dans le sel. Quand la viande alternait avec une couche faible de sel pour la consommation pendant plusieurs semaines, et l'emballage à long terme, dans des tonneaux en bois, d'oliis, qui assuraient la provision pour tout l'hiver. Le gibier des domaines de chasse était fortement salé. Les serviteurs veillaient à ce que chaque couche soit soigneusement salée et compressée. Lors de la préparation du repas, les morceaux salés devaient alors être soigneusement rincés et précuits dans l'eau propre avec du vin ou vinaigre pour enlever l'excès de sel et attendrir la viande. La longue durée de trempage et cuisson, souvent dans plusieurs eaux, influença la naissance de soupes et sauces qui devinrent partie de base de la cuisine médiévale. Le salage à sec appartenait aux méthodes les plus anciennes et répandues. Les recettes médiévales décrivent un procédé simple. La viande était découpée en morceaux, enrobée d'une épaisse couche de sel et placée dans une cuve de sorte que les morceaux ne se touchent pas.
Chaque morceau était couvert d'une autre quantité de sel et le récipient était fermé. Après plusieurs jours, les morceaux étaient retournés. La viande qui était en haut venait en bas, et le procédé était répété. Après 12 jours, la viande était entièrement sortie, séchée, parfois enduite d'huile, et suspendue dans une pièce sèche, bien aérée. Les recettes classiques de jambon indiquent que les jambons ainsi salés étaient dans l'étape finale fumés pendant 2 jours ou enduits d'un mélange d'huile et vinaigre pour que les vers ne les attaquent pas. Le salage à sec avait plusieurs avantages. Le sel tirait l'eau de la viande, détruisant ainsi les micro-organismes, et en même temps parfumait la viande. Selon l'étude mentionnée, le sel était considéré comme une substance qui paralyse les bactéries. La viande salée était cependant après sortie de la cuve dure et très salée. Avant consommation, il fallait donc la tremper dans l'eau douce pendant plusieurs heures ou jours. Cette préparation exigeante influença aussi la forme des plats médiévaux. Les bouillons longuement cuits, ragoûts ou potages supprimaient partiellement la salinité et permettaient d'utiliser la viande salée. Dans l'Europe du Nord, où le climat était plus froid, les conserves de viande étaient en bol surtout en automne. Les villages de pêcheurs salèrent les morues et harengs. Les bouchers urbains salèrent le bœuf pour la consommation hivernale. En Angleterre, le bœuf salé devint un plat courant de toutes les couches. Célèbre était aussi le stockfish, morue séchée et parfois légèrement salée, qui devint partie du commerce international. Sans sel, il n'y aurait pas non plus de saucisses. Selon le manuel Leo Baletselatsky, le mot sausage dérive son origine justement du sel. La combinaison de viande et sel dans l'enveloppe naturelle était une des plus anciennes méthodes de conservation. La création de salamis et saucisses impliquait cependant aussi des processus de fermentation, auxquels nous reviendrons encore. Une autre variante était la conserve dans une solution salée ou épicée. Le cuisinier préparait d'abord une saumure d'eau et sel, dans un rapport d'environ 1:4, et ajoutait vinaigre, vin ou épices douces. Certaines recettes indiquent que la solution devait être si salée que des œufs crus y flottent. Dans la marinade au vinaigre, la viande était d'abord bouillie pour mieux absorber l'acide, et seulement ensuite placée dans le récipient en céramique. Selon la chronique islando-anglaise, ces tranches fines de viande cuite marinée étaient arrosées de vinaigre chaud épicé et tenaient environ 3 semaines. La méthode à la saumure fournissait une durabilité plus courte que le salage à sec, mais avait l'avantage que la viande était plus tendre et moins salée. La solution acide empêchait en plus la croissance de la botulotoxine. L'usage de vinaigre, vin ou bière mena progressivement au développement de diverses spécialités marinées. Selon les notes dans le document Leoba Lekeladsky, l'acide utilisé devait avoir au moins 5% pour empêcher le botulisme. Les registres du XIIIe siècle mentionnent la viande tranchée marinée dans du vinaigre épicé chaud, avec poivre noir, clous de girofle et fleurs de muscade. La méthode de conservation était populaire aussi dans les ménages bourgeois. Les tonneaux en bois et jarres en céramique étaient remplis de viande arrosée de saumure, qui était enrichie d'herbes et parfois aussi de miel. L'attention était portée aussi à la concentration de sel. Les vieilles recommandations conseillaient que dans la marinade flotte un œuf cru, ce qui garantissait le bon rapport. L'acide, vinaigre ou vin devait avoir au moins 5% pour empêcher l'apparition du botulisme. Dans certaines recettes, on ajoutait du vin, qui donnait finesse à la marinade. Ailleurs, on versait dans la saumure genièvre, feuilles de laurier, fenouil ou ail. Contrairement au salage à sec, la saumure était plus appropriée pour les petits morceaux de viande et pour la volaille, parce que la viande restait juteuse. Après sortie de la marinade, les morceaux portionnés étaient souvent frits au beurre, ce qui ajoutait une autre couche de conservation et goût. Dans cette vidéo, vous apprendrez que le cuisinier médiéval ne considérait pas la saumure seulement comme méthode de survie, mais aussi comme façon de créer de nouveaux goûts. Après versement des morceaux de viande, dans les sauces apparaissent des saveurs piquantes, aigres-douces, qui rappellent étonnamment le barbecue d'aujourd'hui ou la cuisine asiatique. Le fumage était une autre technique indispensable.
Les fumoirs ruraux, attestés déjà au XIe siècle, servaient aux familles et monastères. Aujourd'hui, on fume principalement pour le goût, mais alors la fumée protégeait contre les microbes. Selon le manuel sur les aliments, la fumée enrobait la surface de la viande d'une couche de dioxyde de carbone et d'autres composés, ralentissant ainsi l'accès de l'oxygène et freinant l'oxydation des graisses. Le fumage seul ne parvenait cependant pas à pénétrer profondément dans la viande, et ainsi était souvent combiné avec le salage ou séchage. Même si le fumage était populaire, les historiens débattent encore aujourd'hui de sa diffusion au Haut Moyen Âge. L'historien britannique Peter Brears argumente qu'il existe peu de preuves de l'usage du fumage ou sucre dans la conservation de la viande médiévale et que le moyen le plus courant était le sel pur. Néanmoins, les découvertes archéologiques de fumoirs et mentions dans les livres de cuisine du XVe siècle témoignent que la fumée était utilisée au moins régionalement. Plutôt que pour la conservation à long terme, elle pouvait servir au séchage rapide de la surface et protection contre les insectes. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment ces débats se reflètent dans l'interprétation des recettes et comment les cuisiniers modernes redécouvrent le fumage. Comment procédait-on ? La viande était d'abord salée, soit par méthode sèche, soit humide, et ensuite suspendue au-dessus de la fumée. Dans certaines régions, on utilisait le soi-disant fumage chaud, où l'aliment était simultanément cuit et stérilisé par fumage. Pour l'entretien plus long, on préférait cependant le fumage froid. La fumée était laissée refroidir par courant d'air, et la viande était fumée même plusieurs jours. Les registres d'Angleterre décrivent que le bois fortement aromatique, par exemple genièvre ou hêtre, donnait à la viande un parfum plus marqué. Dans les villages tchèques, on utilisait chêne, cônes d'épicéas et herbes, qui repoussaient les insectes. Le fumage n'était pas seulement activité de paysans. Certaines viandes fumées obtinrent des noms spéciaux. Dans les langues romanes, elles étaient désignées comme carbouclées, et le porc fumé portait la désignation bacon. Dans les corporations urbaines, naissaient des exploitations spécialisées. La viande fumée servait comme précieuse réserve pour les campagnes militaires et expéditions commerciales. L'arôme dense de fumée se refléta aussi dans la langue. L'expression red herring serait née selon le harengue, fortement salé et fumé, dont l'odeur était si intense qu'elle parvenait à égarer les chiens. Les poissons, surtout morues et harengues, étaient après un court salage suspendus dans une fumée dense pour passer les jours de jeûne. Dans les pays nordiques, le fumage était combiné avec le séchage. Les poissons après fumage étaient suspendus au gel et vent. Dans les régions méditerranéennes, les morceaux de viande fumée étaient démarinés dans l'huile ou vin. Certaines recettes dans les livres de cuisine français du XIVe siècle parlaient de gibier fumé, qui après fumage était enveloppé dans la pâte et cuit. Naissaient ainsi les premiers pâtés. Dans un moment, nous révélerons comment le séchage poussait le fumage à un autre niveau, et comment les cuisiniers médiévaux créaient des réserves fermes et légères appropriées pour les longs voyages. Le séchage était probablement la plus ancienne méthode de conservation. Depuis l'époque de la Rome antique, les aliments étaient séchés au soleil, dans l'air glacial ou dans la chaleur du four. Selon l'article du Centre national pour la conservation des aliments du XIIe millénaire avant Jésus-Christ, les habitants du Proche-Orient séchaient fruits et viandes au soleil. Au Moyen-Âge naissaient même des beaux échoirs, anglais stillhouse, où on séchait fruits, légumes et herbes dans les régions sans suffisamment de soleil. Au nord, on utilisait le gel. Racines et viandes étaient laissées dehors et le vent avec le gel enlevait l'humidité. La plupart des sociétés carnivores européennes combinaient cependant le séchage avec le sel. La viande était découpée en fines lanières, légèrement salée et suspendue. L'exemple typique d'aliment séché était la morue, le soi-disant stockfish. Dans les pays nordiques, le poisson était nettoyé, débarrassé de la tête et entrailles, et laissé pendre au vent et gel. Après séchage, il était possible de le stocker des mois entiers, et avant usage, il fallait le battre au marteau et tremper dans l'eau pour qu'il s'attendrisse. Au contraire, au sud de l'Europe, on séchait la viande au soleil direct.
Les fines tranches de bœuf ou porc étaient salées, parfois parfumées aux herbes comme genièvre ou thym, et séchées sur des cadres. Un tel produit, nous pourrions aujourd'hui le comparer au jerky américain, léger, compact et énergétique, idéal pour les campagnes militaires. Selon les traditions tchèques, le steak portable séché accompagnait les armées hussites. La viande était salée et séchée au-dessus du feu ou au soleil et tenait des semaines. Le séchage ne se limitait pas seulement à la consommation domestique. Au XIVe et XVe siècle, des ports islandais devint une énorme entreprise d'exportation, où le stockfish, morue séchée, devint le principal article d'exportation. Le commerce était dominé par les marchands norvégiens. Plus tard cependant se joignirent aussi au business les commerçants anglais et hanséatiques, qui échangèrent les poissons secs contre céréales, vins et biens de luxe. Le stockfish devint si précieux qu'en Scandinavie il fonctionnait comme monnaie, et dans les villes allemandes était utilisé pour payer les taxes. Dans le climat sec de l'Atlantique Nord, les poissons séchaient sur des cadres en bois. Le vent marin frais emportait l'humidité, et le sel n'était pas toujours nécessaire. Dans les pays plus méridionaux, on utilisait au contraire la combinaison de séchage et léger marinage dans le sel pour empêcher la moisissure. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il s'agissait du premier complexe alimentaire industriel. La production de stockfish reliait pêcheurs, sécheurs, marchands et marins dans un vaste réseau. Outre la viande, dans les séchoirs étaient transformés fruits, herbes et racines. En Angleterre et Flandre naissaient les soi-disant still houses, constructions fermées, où sur des grilles séchaient tranches de fruits, légumes et viandes grâce à la chaleur et fumée. Ces bâtiments servaient dans les régions où le soleil ne suffisait pas et le temps était humide. Les herbes et fruits séchés étaient les parties importantes de l'alimentation et fournissaient des vitamines dans les mois d'hiver. Les gens médiévaux s'appropriaient donc une technologie qui leur permettait de conserver diverses récoltes et rendit efficace le stockage non seulement de la viande. Le séchage était naturellement utilisé aussi par les nobles. Les livres de cuisine du XVe siècle décrivent que le gibier, lièvres ou agneaux étaient légèrement salés, séchés et ensuite souvent conservés dans la graisse épicée ou pâte. Dans l'Italie du Nord se développaient les techniques de production de bresaola et prosciutto, où le séchage était combiné avec la fermentation et le vieillissement se déroulait dans des caves fraîches. La viande séchée était dure et exigeait une longue préparation. Les gens apprirent à griller légèrement la viande avant cuisson, la broyer ou mariner dans la bière ou vin. Malgré la simplicité, les plats résultants étaient en sûrs. La réduction du contenu d'eau sous 25% empêchait la croissance des bactéries et moisissures. Quand l'humidité diminuait sous 10%, s'arrêtait aussi la croissance des moisissures. Ces chiffres aujourd'hui, nous pouvons les mesurer, mais les cuisiniers médiévaux s'y étaient parvenus par expérience. Le séchage apporta au menu des goûts marqués. La combinaison de fumée, sel et fermentation créait un parfum spécifique qui était apprécié aussi dans les auberges urbaines. Dans un moment, nous révélerons comment les acides et épices poussèrent la conservation de la viande dans une nouvelle dimension. Marinage et conservation. La méthode de marinage s'appuyait sur le principe qu'une forte solution de sel et acide abaisse le pH et empêche la croissance des microbes. Dans de nombreux manuscrits culinaires des XIVe et XVe siècles apparaissent des recettes de pickled meat. Fines tranches de viande pré-cuite étaient plongées dans un mélange chaud de vinaigre ou vin et épices comme poivre, clous de girofle, noix de muscade ou cannelle. Selon la même source, la saumure devait avoir une concentration telle que les œufs y flottent. Ensuite, la viande était versée dans des récipients en céramique, fermés et stockés plusieurs semaines. Le marinage n'était pas limité seulement à la viande. Dans la cuisine influencée par l'islam du Proche-Orient se conservèrent de nombreux exemples de pickles, qui pouvaient être adaptés aussi pour la conservation des viandes. Les manuscrits arabes parlent de plats de bœuf ou volaille, qui après cuisson étaient marinés dans vinaigre, miel, sel et épices comme cannelle, mastic et coriandre. Même si ces recettes étaient primitivement utilisées pour conserver les légumes, elles attestent la large palette de goûts
que les ménagères médiévales utilisaient. Une digression intéressante est la fermentation. Dans certaines régions, la viande était laissée librement mûrir avec l'aide de bactéries naturelles de fermentation lactique. Quand on ajoutait au mélange sain doux, herbes et grains, naissaient saucisses, salamis ou pudding noir. Les textes du Moyen Âge suggèrent que le mot sausage a son origine dans le latin salsus, donc salé. La saucisse était combinaison de viande, sel et épices. L'usage d'intestins comme enveloppe, ajout de céréales et herbes et court fumage permirent au mélange de viande de fermenter et mûrir. Le processus de fermentation devint prétexte à créer des spécialités régionales, mortadelle italienne, chorizo espagnol ou Mettwurst allemand. La fermentation ne concernait pas seulement les mélanges de viande, mais aussi le sang et organes. Dans certaines régions étaient préparés des puddings noirs de sang de porc, flocons et épices, qui étaient farcis dans les intestins et stabilisés par léger fumage ou séchage. La fermentation du sang et céréales créait un environnement acide qui freinait les bactéries. Les sauces de poissons fermentées, comme le garum romain, étaient certes fortement salées, mais utilisaient un principe similaire. La décomposition enzymatique de la viande produit des acides aminés savoureux, et en même temps naît l'acide lactique. Ces sauces étaient ajoutées aux plats de viande pour le goût umami. Dans certains monastères, étaient notamment fabriquées des pâtes fermentées de jambon et haricots qui servaient comme tartines. La fermentation représentait donc une façon créative d'utiliser toutes les parties de l'animal et enrichir le menu. Les cuisiniers médiévaux découvrirent aussi l'effet antibactérien des acides. Certaines recettes de soused meat recommandent après cuisson d'arroser la viande d'un mélange de vin, vinaigre et miel. Naissait ainsi un plat de dessert similaire à l'adobo ou escabeche d'aujourd'hui. La combinaison de sucré et acide non seulement conservait la viande, mais créait aussi un spectre de goût entièrement nouveau. Les poissons désossés et vidés dans les ports marins étaient souvent brièvement bouillis dans la saumure acide et ensuite transportés dans des tonneaux en bois sur de longs voyages. Certains peuples nordiques utilisèrent la technique non traditionnelle, gravlax. Filets de poisson étaient enduits de sel, anettes et épices, posés l'un sur l'autre avec la peau vers l'extérieur, enveloppés et enterrés dans la terre ou sable. L'environnement salé et pression du sable tiraient l'humidité, et le poisson fermentait dans son propre jus. Cette méthode s'inspirait de l'habitude viking d'enterrer la nourriture dans la terre. Des expériences similaires apparaissent aussi avec la viande. Dans certaines régions, la viande salée était placée dans des tonneaux et recouverte de sable ou cendres, ce qui réduisait l'accès à l'air et maintenait le froid. Dans les cuisines nordiques, naissait aussi la célèbre spécialité surströmming, harengue fermenté. Selon la tradition, le harengue baltique était d'abord quelques heures salé, ensuite placé dans la saumure salée, où plusieurs mois il fermentait, puis il était emballé dans des récipients en métal, où la fermentation continuait. La légende raconte que pendant la révolte du roi Gustav Vasa, les marins suédois manquaient de sel, et donc vendirent aux fermiers finlandais des harengues insuffisamment salées. Quand ils revinrent un an plus tard, ils découvrirent que le harengue avait fermenté, et qu'il avait tellement plu aux fermiers qu'ils voulaient un autre lot. Ainsi naquit le surströmming. Dans les boîtes de conserve, le harengue fermente davantage, et son arôme pénétrant naît de la production d'acides organiques et sulfures d'hydrogène. Cette spécialité atteste comment le manque de sel devint impulsion pour la découverte d'une nouvelle façon de conservation, où le sel est utilisé en moindre quantité et on laisse travailler la fermentation lactique. Quand il s'agissait de conservation à long terme de la viande, surtout dans les régions riches en oiseaux aquatiques, naissait la technique de confisage. Selon la définition moderne, le confit se prépare de sorte que la viande soit d'abord salée, ensuite très lentement cuite,
dans sa propre graisse à basse température et enfin laisser refroidir et durcir. Bien qu'aujourd'hui les cuisiniers parlent de délicatesse, à l'origine c'était une façon pratique de conserver la viande pour l'hiver. L'encyclopédie indique qu'après salage et cuisson dans la graisse, le confit peut tenir au froid des mois ou même des années. Les premières mentions de confisage apparaissent en France. La cuisse de canard ou oie était marinée dans le sel et herbes comme thym ou romarin, ensuite lentement cuite dans la graisse fondue et enfin entièrement placée dans un pot d'argile, arrosée de graisse et enterrée ou placée dans la cave. Cette méthode se répandit rapidement parmi paysans et noblesse, parce que la graisse créait une barrière imperméable pour l'air et bactéries. Dans certaines régions, on ajoutait à la graisse ail et poivre. Le résultat était une viande tendre, aromatique et qui se combinait bien avec le pain. D'une façon apparentée, était le soi-disant potted meat, viande lentement cuite dans la graisse, ou bouillon, qui après cuisson était transféré dans des récipients en grès et arrosé d'une autre couche de graisse. Le blog pratique sur les aliments historiques indique que le potted meat se préparait de toutes sortes de viandes, d'oies et canards au porc jusqu'au bœuf et mouton, et qu'un tel plat conservé tenait dans la cave froide des mois entiers. La différence entre confisage et potting consistait en ce que dans le potting, la viande était souvent tranchée ou hachée en fibres plus fines et ensuite mélangée avec graisse et épices. Le résultat était des rillettes qui pouvaient être étalées sur le pain. Ces méthodes n'étaient pas sans risque. Les sources modernes avertissent que si la viande et graisse sont stockées à des températures au-dessus de 4 degrés Celsius ou sans stérilisation suffisante, peuvent se multiplier les spores botuliniques. Les gens médiévaux ne connaissèrent pas ces bactéries, mais conservaient naturellement les récipients dans des caves à racines ou grottes froides, réduisant ainsi le risque. Avant consommation en plus, ils réchauffaient habituellement le plat, ce qui détruisait la toxine dangereuse. Outre le confisage et potting, existaient aussi d'autres variantes de conservation de la viande dans la graisse. Certaines recettes médiévales recommandaient après cuisson de la viande de verser à la surface une couche de beurre fondu ou saindoux, couvrir de parchemin et arroser de cire. Important était la propreté du récipient et fermeture rapide, pour que l'air n'entre pas à l'intérieur. En France, on utilisait des récipients en céramique à col étroit, qui après remplissage étaient scellés avec des membranes d'oiseaux ou morceaux de cuir. De même en Angleterre, le potted meat était parfois arrosé de graisse, et ensuite le récipient était encore plaqué d'un morceau de tissu de lin trempé dans le saindoux et scellé à la cire. Ces pratiques inspirèrent la naissance des conserves modernes. Fermeture hermétique de la nourriture dans un récipient et stérilisation par chaleur, et prouvent que les cuisiniers médiévaux comprenaient l'importance de la barrière contre l'oxygène. Outre le confisage, la viande était souvent placée dans le saindoux fondu. En Bohême, selon le livre de cuisine de Vondrouchka du Moyen-Âge tardif, la viande était préparée en saucisses et boudins, ensuite conservée dans le saindoux fondu et placée dans les caves. La graisse protégeait de l'air, et parce qu'elle durcissait rapidement, créait une couche hermétique. Quand c'était nécessaire, le saindoux était écarté, un morceau de viande était sorti et le reste était de nouveau arrangé. Les restes de graisse servaient à cuisiner, et ainsi rien n'était gaspillé. Dans un moment, nous révélerons comment épices, miel et herbes complétaient les conserves grasses, et comment elles devinrent précurseurs des délicatesses d'aujourd'hui. Outre la viande, dans le saindoux et eau salée était aussi conservé le beurre. Les registres des manuscrits tchèques indiquent que les morceaux de beurre étaient plongés dans l'eau salée et placés dans la cave froide pour tenir jusqu'en été. L'eau salée empêchait la croissance des micro-organismes et la couche protectrice de saindoux à la surface séparait le beurre de l'air. Ce système rappelle les conserves modernes. La combinaison de couches grasses et environnement salé s'avéra non seulement pour la viande, mais aussi pour les produits laitiers. Les épices étaient au Moyen Âge luxueuses, mais leur utilisation n'était pas seulement pour le goût. Certaines épices
avaient des effets antibactériens naturels, par exemple clous de girofle, cannelle, poivre ou genièvre. Lors du salage et fumage, elles servaient comme bouclier supplémentaire contre la putréfaction. Selon le blog sur la viande séchée, les tranches de viande étaient parfois parfumées au genièvre, ce qui non seulement augmentait le goût, mais ajoutait aussi un effet antibactérien. Les saucisses et jambons étaient enduits qu'en de miel et épices pour créer une glaçure protectrice qui repoussait les insectes et ralentissait l'oxydation. Certains historiens s'expriment sur le mythe que les épices médiévales devaient couvrir le goût de la viande gâtée. Dans la publication Leoba Lekeladska, l'auteur souligne que les épices n'arrêtaient pas la putréfaction et pouvaient même empirer le goût si la viande était déjà gâtée. Les épices étaient donc utilisées en combinaison avec d'autres méthodes et toujours sur viande fraîche ou correctement conservée. Le commerce de cannelle, poivre, clous de girofle et gingembre coulait des pays lointains, et les épices étaient si chères qu'elles étaient considérées comme investissements luxueux. Selon les manuscrits, le prix du poivre s'égalait parfois au prix de l'argent, et l'hôte qui parvenait à servir des plats avec épices aromatiques démontrait sa richesse. Les épices contiennent des huiles essentielles qui ont des propriétés antibactériennes. La science moderne confirme que clous de girofle, cannelle et genièvre suppriment la croissance de certaines bactéries. Les cuisiniers médiévaux utilisaient donc les épices non seulement pour l'arôme, mais aussi comme protection complémentaire de la viande. Aujourd'hui, certains auteurs pensent que les épices devaient masquer l'odeur de la viande gâtée. Au contraire, les registres montrent que les épices étaient ajoutées à la viande fraîche ou dûment conservée. Les aliments gâtés étaient simplement jetés. Les glaçures épicées et au miel ne servirent donc pas à couvrir, mais à améliorer le goût et prolonger la durabilité. Le miel était dans de nombreuses régions plus accessible que le sucre et avait une longue tradition comme conservateur de fruits. Les sources romanes suggèrent cependant que le miel était utilisé aussi pour conserver la viande. L'article sur le miel dans les charcuteries décrit que dans la Rome antique existait un procédé où les morceaux de viande étaient d'abord salés, ensuite arrosés de vin doux et enfin couverts de miel. La deuxième méthode, utilisée en hiver, n'avait pas besoin de sel. La viande était enrobée d'une couche de miel, placée dans un récipient étanche et stockée au froid. L'historien Dr Mladenov mentionne aussi que l'aristocratie romaine transportait le gibier précieux des pays lointains dans des conteneurs de miel pour conserver sa fraîcheur. Le miel a des propriétés antibactériennes naturelles et faible contenu d'eau. Les bactéries n'y survivent pas. Néanmoins, il a ses limites. Le miel ne protège pas contre les spores botuliniques, comme l'avertit l'étude moderne. Au Moyen Âge, le miel était utilisé plutôt pour conservation à court terme et assaisonnement que pour conservation à long terme. Naissaient ainsi des glaçures sucrées sur les jambons ou marinades pour le gibier. L'introduction du sucre en Europe pendant les croisades apporta d'autres possibilités de conservation. Le sucre était néanmoins si cher qu'il était utilisé plutôt à des fins médicales et dans les sirops médicinaux. Le miel resta l'édulcorant principal. Dans certaines régions, le miel était enduit sur les jambons fumés et saucisses, créant ainsi une croûte protectrice. Les tests modernes confirment que le miel a une haute pression osmotique et faible contenu d'eau, ce qui inhibe la croissance de nombreux microbes. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment les gens médiévaux équilibraient les épices rares avec le miel accessible et créaient ainsi des combinaisons de goûts uniques. Les cuisiniers utilisaient aussi les herbes. Romarin, thym, sauge et marjolaine avaient un effet antibactérien et donnaient un goût aromatique. Dans les conserves grasses, on ajoutait ail et oignon, qui avaient également des propriétés antimicrobiennes. Les marinades combinaient vin, vinaigre, herbes et sel, ce qui créait des mélanges complexes qui parvenaient à protéger la viande et en même temps lui donner un goût raffiné. Les forêts et prairies
fournissait aussi d'autres conservateurs. Le genièvre, dont les baies contiennent des huiles essentielles, était ajouté dans les charcuteries et liqueurs. L'écorce de bouleau était parfois utilisée pour couvrir les tonneaux, parce qu'elle contient des substances freinant les moisissures. De la résine d'épicéa étaient fabriquées des pommades, dont on enduisait les lards pour qu'ils résistent aux insectes. Les fruits sauvages, comme prunelles et sorbiers, étaient cuits en sauces épaisses, qui étaient utilisées comme glaçures de conservation. Cette approche écologique utilisait les matières premières locales et témoigne d'une compréhension profonde de la nature. Dans un moment, nous révélerons comment le stockage dans les espaces froids, caves et grottes complétait ces procédés chimiques et comment les gens médiévaux créaient des réfrigérateurs primitifs sans glace. Bien que l'Europe médiévale vécût une période relativement chaude, le soi-disant optimum climatique médiéval, les hivers étaient dans les régions nordiques glaciales. Les gens apprirent à utiliser les espaces de refroidissement naturel, caves, grottes et sources. Dans les villes étaient fondées des caves laitières, altiges, qui étaient refroidies par l'écoulement d'eau et utilisées pour stocker lait et beurre. Des halls similaires étaient en fait utilisés pour conserver la viande. L'eau courante maintenait la température basse et ralentissait la putréfaction. Les habitations rurales avaient souvent des grottes ou caves creusées dans la pente. La viande dans les tonneaux s'y maintenait plus longtemps fraîche. Dans les pays plus froids, on stockait la glace pour l'hiver. Dans certaines résidences étaient construites des glacières, fosses profondes, doublées de pierres et isolées de paille. En hiver, la glace était coupée des étangs, stockée dans la glacière et servait à refroidir les aliments pendant les mois plus chauds. Ces réserves représentaient pour la noblesse une possibilité luxueuse. Les paysans utilisèrent qu'au plutôt le gel dehors et plaçaient les aliments dans les congères de neige. Le potting et confisage n'étaient efficaces qu'au froid. Le blog sur Potted Meat avertit que cette méthode ne fonctionne pas à températures ambiantes. Les aliments devaient être stockés dans des caves froides ou sources, sinon le risque de botulisme menaçait. Dans les pays au climat tempéré, le confisage était donc utilisé plutôt dans les mois d'hiver et dans les familles qui disposaient d'espaces de stockage appropriés. Le froid était si important que certaines coutumes se transmettaient. Par exemple, les Hussites, lors des campagnes militaires, comptaient sur la viande séchée et bière, parce que la nourriture devait tenir même sans aucun froid. Au contraire, dans les cours nobles, la viande d'oie confite était placée dans des caves profondes, pour tenir tout l'hiver. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment ces différences dans le stockage façonnaient différentes traditions gastronomiques. Sans sel, il n'aurait pas été possible de conserver la viande. Le sel devint marchandise stratégique, qui influença les routes commerciales et richesses des régions. Des villes comme Lübeck ou Cologne s'enrichissèrent du commerce du sel. En Bohême était précieux l'accès au chemin du sel, où le sel était transporté des vallées alpines. Les marchands fondaient entrepôts et transbordements. Existaient même des taxes sur le sel. L'industrie de la pêche était semblablement importante. Le stockfish et hareng étaient le principal article d'exportation du Nord et formaient la base de la nutrition dans les jours de jeûne. Dans les villes se développèrent les corporations qui contrôlèrent la qualité et prix de la viande. La corporation des bouchers appartenait parmi les plus puissantes. Elle assurait que la viande soit abattue selon les règles et que soient respectées les mesures hygiéniques. La corporation des charcutiers, se spécialisa plus tard dans la production de lard, saucisses et pâtés. Selon l'encyclopédie, au XIIe siècle, le bœuf salé devint un plat populaire de toutes les couches, et la viande fumée avait ses propres noms. Dans la période ultérieure, se développèrent les corporations charcutières, qui créèrent la tradition des pâtés et terrines français. Ces organisations garantissaient une production de qualité, mais contrôlaient aussi les recettes et empêchaient l'entrée de nouveaux producteurs. La viande conservée était indispensable pour les soldats et pèlerins. Les armées hussites se préparèrent du bœuf ou porc séché, qu'elles découpaient en tranches, salaient et séchaient au soleil ou dans la fumée. Cette nourriture légère, arrosée de bière, donnait de l'énergie pendant les expéditions brillantes et tenait des semaines.
Au contraire, les armées croisées en Méditerranée comptaient sur les poissons séchés et viandes salées importées d'Europe. Les navires marchands transportèrent les conserves dans des tonneaux en bois qui étaient humidifiés par l'eau de mer. Les conserves devinrent base des régimes militaires et aidèrent au succès de nombreuses expéditions. Dans un moment, nous révélerons comment les techniques médiévales influencèrent la naissance des charcuteries modernes, jambon, salami et délicatesses que nous connaissons aujourd'hui. Au XVe et XVIe siècle, les techniques de conservation se transformèrent en art culinaire. Les pâtés devinrent chefs-d'œuvre de la cuisine médiévale. La pâte enrobait un mélange de diverses viandes, qui étaient parfumées aux épices et placées dans une croûte protectrice. Ces pâtés élaborés étaient cuits lors des festivités et transportés sur de longues distances. Les corporations charcutières développaient des spécialités comme mortadelle, salamis, chorizo ou andouille. Un des héritages les plus connus de la conservation médiévale est le prosciutto, dit Parma. Selon les historiens, des produits similaires de porc apparaissaient déjà à l'époque des Étrusques, qui utilisaient le sel des marigots fluviaux pour conserver les cuisses de porc. Les Lombards reprirent cette tradition, et dans la Parme médiévale se développa une production corporative spécialisée. Le terme prosciutto naît probablement du latin pro exsuctum, séché, ce qui se réfère à l'élimination de l'humidité grâce au sel. Au cours des mois, les jambons séchaient dans des pièces de pierre froide ou coulaient alternativement le temps marin et montagnard. Après vieillissement, la viande devenait délicatesse sur les tables de la noblesse. Le prosciutto di Parma d'aujourd'hui est directement relié à cette tradition médiévale et protégé par l'appellation d'origine. Simultanément se répandit l'usage de nitrate et nitrite, salpêtre. Les chercheurs modernes débattent si au Moyen Âge ils étaient utilisés. L'historien britannique Peter Brears affirme qu'à l'époque médiévale, on n'utilisait que le sel ordinaire. Néanmoins, au XVIe siècle, le nitrate commença à être utilisé pour préserver la couleur rose de la viande et lutter contre le botulisme. Aujourd'hui, nous savons que la combinaison de sel et nitrite assure la sécurité des viandes fermentées, mais existent en même temps des discussions sur l'influence des nitrites sur la santé. Les Indiens américains séchaient la viande au soleil et créaient le pemmican, mélange de viande séchée, graisse et baies. Ce produit est similaire au jerky médiéval. Le jerky d'aujourd'hui suit la tradition de la viande séchée, qui était indispensable dans les campagnes hussites. Le jambon fumé moderne, prosciutto ou jamon ibérico, sont descendants du salage à sec et séchage médiévaux. De même pour le confit de canard français, qui est variante luxueuse du confisage paysan. Le canning, donc conservation en boîte de conserve, ne se développa qu'à la fin du XVIIIe siècle, quand le confiseur français Nicolas Appert développa la méthode de fermeture hermétique des aliments. Néanmoins, les conserves modernes suivent la méthode de fermeture de la viande dans les récipients et stérilisation par chaleur, que connaissaient déjà les cuisiniers médiévaux, sous forme de potting. La viande séchée, salami et pâté sont preuves que la créativité médiévale survécut dans la gastronomie jusqu'aujourd'hui. Dans la gastronomie actuelle, les techniques de conservation autrefois nécessaires devinrent choix des chefs cuisiniers. Les restaurants offrent cuisses de canard confites, rillettes, jerky maison ou salami vieillissant. Les gens découvrent le goût des saucisses fermentées piquantes, flancs fumés et poissons séchés. La production corporative se transforme en production artisanale, et les technologies modernes permettent de contrôler température et humidité, minimisant ainsi les risques sanitaires. Néanmoins, le principe de base reste le même: enlever l'eau, baisser le pH, créer une barrière pour les bactéries et protéger l'aliment. Apparurent également des contacts entre traditions européennes et extra-européennes. Après la découverte de l'Amérique, s'ajoutèrent de nouvelles épices, comme chili et paprika, qui commencèrent rapidement à être ajoutées dans les saucisses. Par exemple, les colbasilles, fumées hongroises.
De là se développa le chorizo espagnol et autres salamis au paprika. Dans l'Empire ottoman, apparurent des saucisses séchées et épicées soudjouk, qui grâce au commerce arrivèrent sur les marchés balkaniques et influencèrent les recettes locales. Les communautés juives adaptaient la viande en pastrami, qui combine salage, épices et fumage, et qui au XIXe siècle se transporta aux États-Unis et devint partie des sandwichs de délicatessen. Ces exemples montrent que les techniques de conservation médiévales n'étaient pas statiques. L'échange culturel, commerce et migration enrichissaient les recettes et contribuèrent au spectre varié de charcuterie et viandes séchées que nous connaissons aujourd'hui. Quand nous réfléchissons aux méthodes médiévales de conservation de la viande, nous nous rendons compte qu'il s'agissait d'une union de pragmatisme, observation et art culinaire. Les gens sans réfrigérateur parvenaient à créer des réserves qui les maintenaient en vie pendant les hivers et guerres. Ils apprirent à utiliser la force du sel, fumée, soleil, acide, graisse et épices, de sorte à créer non seulement des plats sûrs, mais aussi savoureux. Ces techniques devinrent base pour de nombreuses délicatesses que nous admirons aujourd'hui. Prosciutto, jamon, mortadelle, confit, rillettes ou jerky moderne. Dans le monde d'aujourd'hui, avec réfrigérateurs modernes et conserves industrielles, la conservation médiévale semble archaïque. Néanmoins grandit l'intérêt pour les méthodes traditionnelles, qui unissent goût, santé et durabilité. Les charcuteries en maison, saucisses fermentées, viande séchée ou canard confit ont un goût unique, qui ne peut se comparer aux produits industriels. Ces plats rappellent aussi que l'autosuffisance économique et capacité de conserver la nourriture appartiennent aux compétences de base de la civilisation humaine. Il n'est pas sans intérêt que de nombreuses techniques dont nous avons parlé gagnent en importance en temps de changement climatique et chaînes d'approvisionnement perturbées. Tandis que pour les gens médiévaux, le salage ou séchage était question de survie, aujourd'hui nous revenons à ces méthodes par désir de production locale, minimisation des déchets et recherche de goûts authentiques. Le mouvement slow food et des marchés fermiers soutient la redécouverte des vieilles recettes. La fermentation, confisage et fumage nous permettent de conserver les récoltes saisonnières et respecter le rythme de la nature. Dans cette vidéo, vous apprendrez que le voyage dans le passé peut nous inspirer vers un avenir plus durable. J'espère que cette excursion dans les cuisines médiévales vous a inspiré et intéressé. Dans cette vidéo, nous avons révélé combien étaient ingénieuses et savoureuses les techniques que développèrent nos ancêtres pour survivre sans réfrigération. Si vous voulez vous lancer dans l'une d'elles, n'oubliez pas l'hygiène et les règles de sécurité modernes. Je vous remercie pour votre attention. Si cette histoire vous a plu, donnez-moi s'il vous plaît un like et partagez-la avec vos amis. Et peut-être, lors de votre prochain barbecue, raconterez-vous que la conservation médiévale de la viande était non seulement pratique, mais aussi gastronomique.